Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Voici le titre de cette édition. 24 heures après son élection, l'avènement du cardinal catholique Prévost à la souveraineté pontificale continue de susciter des réactions à travers le monde pour souhaiter un fructueux mandat au nouveau chef de l'Église catholique universelle. Dans cette édition, nous reviendrons notamment à l'adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Au sommaire également, pendant ce temps, la République démocratique du Congo et le Japon qui viennent d'amender leur accord de dons non remboursables, une initiative visant la mise en œuvre, en tout cas, d'un projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans les districts de Mwamba à Kinshasa. Le détail avec Patience Lukeke dans cette édition. Au sommaire également, ce rapport de la Banque nationale angolaise sur la progression notable du crédit brut accordé au secteur national non financier, environ 10 millions de dollars américains en mars dernier. C'est une étude du programme des Nations Unies pour le développement qui le relève en martelant les défis persistants du continent africain à sortir de la pauvreté. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue. Je le disais au sommaire, le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu pape de l'Église catholique universelle le jeudi 8 mai 2025, vous le savez, après 2 journées de conclave tenues au Vatican. Après son élection, des commentaires vont bon trait dans tous les sens, en tout cas, pour en questionnant la personnalité du nouveau souverain pontife. Qui était-il? D'où vient-il? Et pourquoi seulement lui? Voilà autant de questions sur l'un des hommes les plus influents du monde. Retour sur le parcours du pape Léon XIV avant de toucher le toit du monde. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, dans l'Illinois, Robert Francis Prévost est issu d'une famille aux racines françaises, italiennes et espagnoles. Il obtient un baccalauréat en mathématiques à l'université Villanova avant d'entrer en 1977 au noviciat de l'ordre de Saint-Augustin, où il a prononcé ce vœu solennel en 1981. Ordonné prêtre en 1982 à Rome, il a poursuivi des études en droit canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, obtenant un doctorat en 1987 avec une thèse sur le rôle du prieur local dans l'ordre de Saint-Augustin. Dès 1985, il est envoyé en mission au Pérou où il s'investit profondément dans la formation des séminaristes et de l'enseignement du droit canonique. Il occupe divers postes, notamment celui de prieur de communauté, directeur de formation et professeur au séminaire majeur de Trujillo. Son engagement au Pérou s'étend sur près de 2 décennies, période durant laquelle il acquiert une connaissance approfondie de la réalité pastorale latino-américaine. En 1999, il est élu prieur provincial de la province Mother of God Council à Chicago. 2 ans plus tard, il devient prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, un poste qu'il occupe pendant 2 mandats consécutifs jusqu'en 2013. À ce titre, il supervise les activités de l'ordre à l'échelle mondiale, renforçant son expérience en gouvernance ecclésiastique. En novembre 2014, le pape François le nomme administrateur apostolique du diocèse de Chiclao au Pérou, puis évêque de ce diocèse en 2015. Il y sert jusqu'en 2023, tout en étant membre de la conférence épiscopale péruvienne. En janvier 2023, il est appelé à Rome pour devenir préfet du dicaster pour les évêques présidents de la commission pontificale pour l'Amérique latine, succédant au cardinal Marco Huel. Le 30 septembre 2023, il est créé cardinal par le pape François, polyglotte parlant couramment l'anglais.
l'espagnol, l'italien et le français. Il est reconnu pour sa proximité avec les fidèles et son engagement envers une église synodale et missionnaire. En mai 2025, à la suite du décès du pape François, son nom est évoqué parmi les papabili, reflétant son profil de pasteur expérimenté et de leader respecté au sein de l'Église universelle. Monseigneur Prévost incarne ainsi une synthèse entre enracinement spirituel, expérience missionnaire et responsabilité curiale, faisant de lui une figure centrale dans l'Église catholique contemporaine. Et juste après cette élection, les réactions fusent de partout à travers la planète. En République démocratique du Congo, par exemple, sur le numéro 1 du pays, le président Félix Tshisekedi Tshilombo lui-même qui a pris le devant de la scène pour saluer l'avènement de nouveaux souverains pontifs. C'est avec une émotion profonde et une immense allégresse que je vous adresse au nom du peuple congolais et à mon nom propre, mes plus sincères félicitations, respectueuses félicitations en tout cas à l'occasion de votre élection à la chaire de Saint-Pierre, a-t-il dit le chef de l'État Félix Tshisekedi. Les forces armées de la République démocratique du Congo déployées dans la province de l'Ituri, là nous sommes au nord du pays, poursuivent leur offensive contre la milice CRP alliée au M23 et RDF de Thomas Lubanga. La notabilité iturienne soutient ces opérations et condamne les attaques de la rébellion sur la population du littoral du lac Albert. Joël Mandé, chef du secteur Walendu Tati, a appelé le peuple iturien à faire échec justement à ce plan. Presse militaire Ituri. C'est dans les soucis de renforcer l'autorité de l'État en Ituri que le dignitaire d'État Joël Mandé, tout en condamnant cette attitude belliqueuse de Thomas Lubanga, invite les politiciens et autres couches sociales de l'Ituri à faire bloc. Un souhait qui rencontre la volonté du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui exécute depuis 4 ans la vision du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous-mêmes les Ituriens, nous avons d'abord demandé l'état de siège. Et le président de la République nous a écoutés, il a ramené l'état de siège. Nous disons que l'état de siège, pour le moment, c'est encore positif. Nous devrons les accompagner, les soutenir dans ces actions. Je pense que ça marche bien. Par ailleurs, il regrette et met en garde M. Thomas Lubanga Dilo, chef du fil de la CRP allié au M23 bar RDF et sa bande qui veulent sans succès déstabiliser la province. L'Ituri a créé des problèmes pour lui-même. Moi j'ai dit se couper même. Lui-même il se coupe. Par exemple le cas des CRP ici, qui attaque Nyamamba à tout moment. C'est inconcevable. Nous demandons aussi à Thomas Lubanga qui est là-bas. Il a toujours été là comme le major des groupes armés. Mais qu'est-ce qu'il a déjà amélioré dans cette ville? Il a été là. Il est licencié, il a étudié, mais qu'est-ce qu'il fait? Nous demandons à lui aussi de ne pas recruter nos enfants. Il invite en même temps la jeunesse à la prise de conscience et à barrer la route aux assoiffés du sang, à l'instar de Thomas Lubanga. À la jeunesse des jours, vous ne devrez pas être toujours manipulés. C'est depuis longtemps que vous êtes manipulés et que nos vieux même sont manipulés. Nous, la jeunesse actuelle, nous ne devrons pas être manipulés, nous devrons aller plus loin. Nous avons étudié et nous devrons quand même corriger ce que nos vieux ont fait. Nous demandons à cette jeunesse de protéger notre patrimoine. Ce dignitaire d'État et chef du secteur de Walendu Tati a par ailleurs remercié l'autorité provinciale pour la transparence dans la gestion quotidienne de la chose publique à Ituri. Revenons à Kinshasa. Le 9 mai 2025 a eu lieu au ministère des Affaires étrangères et francophonie de la République démocratique du Congo la cérémonie de signature officielle de l'amendement de l'accord de dons non remboursable du gouvernement japonais à travers l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Elle vise à la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans les districts de Muamba, ville-province de Kinshasa. Patience le Kéké.
La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba et M. Keishi Okichu, représentants résidents de la JICA en RDC, ont procédé à la signature des dons non remboursables du gouvernement japonais à travers l'Agence japonaise des coopérations internationales JICA pour la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans le district de Moamba, ville de Kinshasa. Ces dons au bénéfice de la SNEL, selon la ministre des Affaires étrangères, permettra d'améliorer la distribution et l'accès à l'électricité dans cette zone industrielle de la ville de Kinshasa, mais aussi à améliorer les conditions de vie des populations. Le projet qui nous réunit aujourd'hui vise non seulement à renforcer l'accès à une électricité fiable dans plusieurs communes stratégiques du district du Moamba, notamment Lemba, Matete, Ngaba, Kisenso et Limete, mais aussi à améliorer les conditions de vie des populations, soutenir les activités industrielles et contribuer au développement des infrastructures essentielles telles que les stations de traitement d'eau potable. Selon l'ambassadeur japonais Ogawa Hidetoshi, cet investissement vise à améliorer la desserte dans une zone à fort potentiel économique. L'échange de notes de ce jour porte sur la signature d'un avenant en vue de la mise en œuvre effective du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans le district de Moamba, qui est l'une des zones de développement économique de Kinshasa. En effet, le financement initial du projet était de 18 millions de dollars américains. Cependant, suite à des études de faisabilité, le budget total a été revu à la hausse, atteignant un montant de 27 millions de dollars américains. Le projet prévoit la réhabilitation de postes de 220 kV de Liminga et Funa, ainsi que la modernisation des sous-stations électriques vieillissantes. Le début d'exécution de travaux relatifs à ces projets est prévu au cours de cette année. Merci beaucoup encore une fois. Et merci beaucoup pour l'excellente coopération. Merci. Revenons dans les secteurs de l'économie et finances cette fois-ci. Le Fonds de promotion de l'industrie qui décide d'accorder désormais de crédits aux entrepreneurs et artisans congolais pour de dettes de projets plutôt allant jusqu'à 50 000 dollars américains. La signature du projet d'accord entre le FPI et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo a eu lieu jeudi 8 mai 2025 en présence du ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watoum, lors d'une cérémonie technique regroupant toutes les structures sous sa tutelle. Regardez. Sous l'impulsion du leadership visionnaire de son Excellence Louis Watoum Kabamba, ministre de l'Industrie et du Développement des PME, une étape historique vient d'être franchie pour l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avec l'appui stratégique de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre Louis Watoum Kabamba concrétise une action forte, concrète, en faveur des jeunes entrepreneurs et artisans congolais. Ce jeudi 8 mai 2025 s'est tenue une réunion technique décisive réunissant toutes les structures sous tutelle du ministère. À cette occasion, un protocole d'accord a été signé entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle et le FOGEC, ouvrant la voie à l'octroi des crédits allant jusqu'à 50 000 dollars américains pour les projets portés par des jeunes congolais âgés de 18 à 35 ans. Ces jeunes entre 18 et 35 ans qui ont des projets magnifiques, beaucoup d'entre eux dans l'industrie. Ça sera de financement du FPI au taux de 4% l'an sur des projets qui vont jusqu'à 50 000 dollars pour ces jeunes-là, et ce financement sera grâce à la garantie que donne le FOGEC au FPI. C'est le lancement du projet Vijana, un programme de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes avec un taux d'intérêt attractif fixé à 4% l'an, une première dans le pays. Donner l'accès au public, c'est-à-dire au petit peuple, ceux qui n'ont pas de moyens de participer au crédit des affaires, de faire partie de cette catégorie
et d'améliorer en tout cas le pouvoir d'achat de la population. Grâce à la détermination du ministre Louis Watum Kabamba, l'espoir renaît pour des milliers de jeunes Congolais qui rêvent de créer, d'innover et de bâtir une RDC prospère. Aujourd'hui, l'effectivité commence. Déjà de ce soir, on va lancer un appel à projet pour qu'on va publier un appel à projet tant au FOGEC qu'au niveau du FPI pour pouvoir récolter des projets des jeunes qui entrent dans ces critères-là. L'entrepreneuriat congolais prend un nouvel envol. Ensemble, construisons une économie forte, inclusive et tournée vers l'avenir. Alors, Dieudonné Bonali, vous êtes journaliste économique de Géopolis Télévision. D'abord, bonjour mon frère. Bonjour. Et comment est-ce qu'aujourd'hui vous percevez cette avancée, qu'on peut dire dans tout le cas, c'est une avancée parce que on accuse souvent les banques congolaises et toutes les institutions financières de la RDC de ne pas accorder assez d'intérêt, particulièrement aux startups et principalement les FPI qui a comme vocation de promouvoir justement les entreprises au niveau du pays pour la promotion, pour booster les développements de la RDC. En signant ces documents, est-ce que vous pensez pour vous aussi que c'est un pas dans la bonne direction? C'est un bon pas vers la bonne direction. Le fonds de promotion de l'industrie vient de frapper un grand coup. Vous le savez, en dehors de la Banque centrale du Congo, la banque des banques, il y a le fonds de promotion de l'industrie, qui est considéré aussi comme une autre banque de l'État. À part la Banque centrale et le fonds de promotion de l'industrie, nous avons des banques commerciales. Il est reproché à toutes ces institutions financières et même certaines qui sont dans le secteur des microcrédits de ne pas accorder des crédits à la jeunesse, aux petites et moyennes entreprises et initiatives, aux projets agro-pastoraux et aussi à l'artisanat. Peu importe que ce soit l'artisanat minier, dans le secteur agricole et dans les autres domaines. Et ce qui freine le développement national. Or, il est prouvé à travers le monde que les petites et moyennes entreprises et initiatives sont les moteurs de l'économie mondiale. Il n'y a qu'à faire un tour dans des pays comme au Singapour, Hong Kong ou en Chine, et pour ne citer que ces pays, vous allez voir que ce sont les PME qui sont les moteurs de l'économie, du développement national dans ces pays. Mais malheureusement, dans d'autres pays du monde, comme en République démocratique du Congo, tel n'est pas le cas. Voilà pourquoi, dans le cadre de la politique mise en place par les gouvernements congolais, inspirés de la vision du chef de l'État dans le secteur de l'entrepreneuriat, le ministre national de l'Industrie et PMI a décidé de mobiliser tous ces services et sous-tutelle dans les fonds de promotion de l'industrie. L'accord qui vient d'être signé entre les FPI et les fonds de garantie de l'entrepreneuriat va donner un coup de pouce aux micro-projets détenus par les artisans, dans tous les secteurs de la vie nationale. Ça leur permet aussi l'accès au financement et par ricochet, ça va créer de l'emploi. Et aussi, le Made in Congo sera mis en valeur, surtout que le gouvernement mise sur la transformation de nos produits en richesse réelle. Alors, on vous sent un peu beaucoup optimiste, je dirais même trop optimiste par rapport à cette décision qui venait d'être prise par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie. Mais dans l'entretemps, on dit que les PME sont parmi les facteurs promoteurs, les éléments qui propulsent justement la création de la classe moyenne. On en a assez au Congo, mais finalement, on parle de l'absence de la classe moyenne congolaise. Comment ça peut s'expliquer? Bon, je vais d'abord dire que pour avoir les crédits au niveau des banques commerciales, c'est très difficile. Et quand vous arrivez à obtenir les crédits pour financer votre projet, c'est souvent à des taux exorbitants. Les taux d'intérêt. Voilà, les taux d'intérêt exorbitants. Et aussi,
il y a le fait que le taux de pénétration bancaire en République démocratique du Congo est très faible. Il n'y a qu'à voir le nombre de comptes bancaires que nous disposons dans les pays par rapport au nombre de la population congolaise. Et il se trouve aussi que dans notre pays, nous avons la majorité de la population qui est pauvre et qui vit dans le Congo profond. Avec l'inexistence des entreprises, même des banques à capitaux congolais, il est difficile d'avoir une classe moyenne en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? On termine par là parce qu'on l'État a déjà planté les décors en mettant en place des textes et des lois incitatives, en créant aussi des structures qui font la promotion pour l'émergence de la classe moyenne congolaise. Pendant ce temps, on dit justement pour accéder, parce que c'est peut-être les banques, il y a beaucoup de procédures, mais même les banques qui appartiennent à l'État congolais, donc au service de la population, on a toujours reproché à ces structures étatiques-là un peu de clientélisme, beaucoup de considérations non objectives pour octroyer des crédits. Comment est-ce qu'on peut croire que cette fois-ci, ça sera la bonne? Avant l'avènement du DG Bertin Moudimou Tshisekedi, on connaît ce qui s'est passé au Fonds de promotion de l'industrie. Il y a certains politiciens qui mettaient souvent des pressions pour avoir des financements, non pas pour faire bénéficier à leurs projets de développement industriel pour reconstruire les tissus industriels détruits par des pillages, des tristes mémoires des années 90 et des guerres à répétition que nous avons connues dans les pays. Donc vous pensez que cette fois-ci c'est la bonne? Cette fois-ci nous sommes sur la bonne de croire. Les FPI ne financent que jusque-là que des projets qui entrent dans le cadre de la reconstruction du tissu industriel en République démocratique du Congo. Et puis, il répond à l'accès difficile des financements au niveau des banques commerciales. Merci beaucoup des données. Je vous reviens, on se retrouve très prochainement pour parler justement de ces pas des géants, je veux dire, vers la bonne direction dans ces secteurs. Espérons que les bénéficiaires feront un bon usage de ces fonds. On se retrouve à très bientôt et ce 8 mai, comme vous le savez, la ministre des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a marqué la journée par un geste fort de solidarité envers les sinistrés de récentes pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa, hospitalisés cette fois-ci à l'hôpital général de référence mère et enfants de Barumbu, ainsi qu'au centre de santé de référence et maternité Vijana. Nous sommes à Kinshasa, bien sûr. Elle a distribué des vivres et de biens non alimentaires aux patients sinistrés. Un geste qui a été soulagé, a été salué plutôt par des bénéficiaires. C'est ce que nous dit Rachel Misenga dans son reportage. Alors que la République démocratique du Congo célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge ce jeudi 8 mai au Palais du Peuple, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a tenu à réaliser sa promesse. Une journée marquée par un geste fort de solidarité envers le sinistré hospitalisé des récentes pluies diluviennes. Le 4 et le 5 avril dernier, Kinshasa a été frappé par de pluies torrentielles provoquant des inondations, des éboulements et l'avancée des terres et l'avancée des têtes d'érosion causant d'importants dégâts matériels. Plusieurs quartiers dont Danou à Limité ont été sévèrement touchés. Face à cette situation, la ministre s'est rendue le 12 avril dernier à l'hôpital général des références mères et enfants de Barumbu ainsi qu'au centre de santé des références et maternité Vijana. Cette visite avait pour but d'évaluer la prise en charge des sinistrés hospitalisés et d'échanger avec eux pour mieux cerner leurs besoins. Lors de cette rencontre, elle avait promis un soutien en layette pour le nouveau-né et en vêtements pour les femmes ayant tout perdu. C'est jeudi 8 mai, en cette journée mondiale de la Croix-Rouge, elle a tenu parole en distribuant des vivres et des biens non alimentaires aux sinistrés hospitalisés. Ces deux hôpitaux Vijana et mères et enfants des Barumbu ont ainsi reçu des cartons de poissons salés, des sacs de semoule, des cartons de lait, des bassines et bien d'autres articles essentiels, un geste qui redonne des sourires. Nous disons merci beaucoup à son Excellence. Il était très sensible quand il avait appris qu'il y a des malades qui sont à Vijana.
C'est pourquoi il est arrivé vite pour visiter les malades. Il a dit en dehors des traitements médicaux, il faut qu'il y ait une alimentation qui va accompagner les traitements. Et c'est pourquoi vous avez suivi le médecin chef de zone qui a briefé la situation par rapport à la visite de la maman. Donc nous sommes très reconnaissants et les malades seront bien suivis, accompagnés d'une bonne nourriture qui a été remise par la maman et nous allons l'utiliser en bon escient. Les docteurs Lazama Zebo, médecin directeur de l'hôpital Mère et Enfants de Barumbu, a exprimé sa reconnaissance envers la ministre pour son engagement et le respect de ses promesses. Nous remercions son Excellence Nathalie Aziz Amounana pour cet acte qu'elle vient de poser à ce jour, qui reste des actions indélébiles. Je vais dire, moi, dans mes annales, je vais noter cela. Donc, dans les annales de l'hôpital, nous noterons un certain 8 mai 2025. Nous avons reçu son Excellence à l'hôpital et elle est venue en aide, pas seulement aux agents et aux malades démunis en plus, que nous avons la majorité des malades démunis dans cet hôpital. À travers cette initiative, Nathalie Aziza Mounana démontre une fois de plus son attachement aux valeurs de solidarité et son engagement à honorer ses paroles, incarnant ainsi une figure maternelle attentive aux besoins de plus vulnérables. Et en dehors de nos frontières, comme je le disais au sommaire, le crédit brut accordé au secteur national non financier en Angola a connu une progression notable en mars 2025, atteignant jusqu'à 9,18 millions de dollars américains, soit une augmentation de 21,4% par rapport à la même période en 2024. Ces données sont issues du rapport mensuel publié par la Banque nationale d'Angola. Regardez. En mars 2025, les crédits brits accordés au secteur national non financier en Angola a atteint 9,18 millions de dollars, enregistrant une hausse de 21,4% par rapport à la même période en 2024, selon les rapports mensuels de la Banque nationale d'Angola. Selon l'institution monétaire, cette dynamique traduit une intensification du financement de l'activité économique nationale dans un contexte de reprise progressive de la croissance et de la stabilisation monétaire. Le secteur privé a concentré l'essentiel de ses financements avec 88,4% du total contre 11,6% pour les secteurs publics non financiers. Au cours de la même période, les stocks de crédit à l'économie angolaise libellés en monnaie nationale s'est élevé à 6,77 milliards de dollars, selon une progression de 1,64 milliards de dollars sur un an et de 246,57 millions de dollars par rapport à décembre 2024. En 2025, les taux de croissance du crédit dans le système bancaire angolais a été principalement alimenté par plusieurs sous-secteurs clés de l'économie. Parmi les principaux moteurs figurent l'industrie extractive, les industries manufacturières, ainsi que l'agriculture, la production animale et la pêche. Ces secteurs ont bénéficié d'un soutien accru, contribuant à l'essor du crédit et à la stimulation de l'activité économique nationale. Restons à l'étranger. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement intitulé « Une question du choix », les individus et les possibilités à l'ère de l'intelligence artificielle datant du 6 mai 2025, 5 pays africains se sont distingués par leur niveau élevé de développement humain. Il s'agit de Seychelles, de l'île Maurice, de l'Algérie, de l'Égypte et de la Tunisie. Malgré ce progrès notable, l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique subsaharienne, continue de faire face à d'importants défis. Face à cette situation, l'intelligence artificielle se présente comme un moteur potentiel de redressement. Regardez. Les Seychelles, l'île Maurice, l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie sont les 5 pays africains qui affichent les niveaux de développement humain le plus élevés en 2025 selon un rapport du PNUD intitulé « Une question de choix, les individus et les possibilités à l'ère de l'IA datant du 6 mai 2025 ». Placé au 54e rang mondial sur les 193 pays et avec un indice de développement humain de 0,840, les Seychelles occupent la première place du classement en Afrique.
73e du classement mondial, l'île Maurice se use à la 2e place avec un indice de développement humain de 0,806, suivi de l'Algérie à la 3e place du continent, 96e rang mondial. Ces derniers ont enregistré un indice de développement humain de 0,763, ce qui représente une hausse comparativement à 2022 où il a atteint 0,745. L'Égypte, 100 rangs mondial, et la Tunisie, 105 rangs mondial, ont également connu une nette amélioration de l'indice de développement passant de 0,728 en 2022 à 0,754 pour l'Égypte et à 0,732 en 2022 à 0,746 pour la Tunisie. Ces classements témoignent des fondements socio-économiques solides résultant d'investissements constants dans la santé et l'éducation. Malgré ces progrès notables, l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique subsaharienne continue de faire face à d'importants défis structurels en matière de développement. Seulement 6% des jeunes d'Afrique subsaharienne atteignent les compétences en mathématiques et en sciences. Face à cette situation, le PNUD a préconisé une réorientation des stratégies de développement en intégrant une approche plus inclusive et innovante comme l'intelligence artificielle. Revenons à Kinshasa pour la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Dans une interview accordée à RFI, Martin Fayoulou rapporte Forum de Zas a surpris plus d'un en adoptant une posture bien plus conciliante qu'à l'accoutumée. L'ancien candidat à la présidentielle de 2018, qui prononçait alors un hold-up électoral, s'est dit désormais favorable à une collaboration avec le président Félix Tshisekedi à certaines conditions. Kamere et Kamuleta à couteau tiré, titre de son côté Congo Nouveau. Après un échange épistolaire qui n'a pas aidé à faire la lumière sur la procédure judiciaire en cours sans solliciter la levée des immunités de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, Vital Kamerhe a promis de rencontrer le président de la Cour constitutionnelle pour obtenir des explications supplémentaires sur ces dossiers. Pour Ouragan, la fracture entre les deux pouvoirs renvoie la République démocratique du Congo au tapis. Ce chapitre est donc loin d'être clôturé, d'autant qu'il cristallise la tension entre les deux chefs de corps, Kamere et Kamuleta. Justice encore, affaire Fiston Kabea. Les rapports médicaux mettent en cause la garde rapprochée des Judith Souminois, nous informe Info 27. D'après les rapports médicaux légaux lus hier jeudi, par le greffier, les défunts policiers des circulations routières Fiston Kabea a subi un traumatisme crânien à cause des coups reçus à la tête, conduisant à sa mort. L'archevêque américain Robert Francis Prévost, écrit le Phare, a été élu pape et prendra le nom de Léon XIV, a annoncé le Vatican. À 69 ans, il devient le 267e souverain pontife de l'histoire et succède à François, décédé le 21 avril dernier. Enfin, Robert Francis Prévost, ajoute Géopolis Hebdo, est issu d'une famille aux racines françaises, italiennes et espagnoles. Il a obtenu un baccalauréat en mathématiques à l'université Villanova avant d'entrer en 1977 à noviciat de l'ordre de Saint-Augustin où il a prononcé ses vœux solennels en 1981. Ordonné prêtre en 1982 à Rome, il a poursuivi ses études en droit canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, obtenant un doctorat en 1987 avec une thèse sur le rôle du prière local dans l'ordre de Saint-Augustin. Ainsi prend fin cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Et c'est par cette revue de presse signée Rachel Misenga que nous mettons un terme à ce journal dont voici le principal de leurs articulations.
Après 24 heures de son élection, l'avènement du cardinal catholique Prévost à la souveraineté pontificale qui a continué de susciter de réactions. Vous avez suivi dans cette édition la déclaration du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Au sommaire également, vous avez suivi la République démocratique du Congo et le Japon qui viennent de signer l'accord d'amender leur accord de dons non remboursables. Et c'est une initiative visant à la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans le district de Mwamba. Nous sommes à Kinshasa. Au sommaire également, vous avez suivi l'embellie de finances en Angola, notamment le brut. Cette édition, nous avons connu la participation de toute l'équipe technique de Géopolis. À très bientôt. A été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.